Tu termines à 16h, tu prends ton après-midi. C'est une phrase qu'on peut entendre parfois en France pour blaguer bien sûr, sauf qu'en Scandinavie, il s'agit bien d'une réalité. On termine souvent à 16h ou à 17h. On pourrait se dire du coup, c'est des fainéants, on peut rien faire avec ça. Comment est-ce qu'on peut être productif en ayant des journées aussi courtes et en travaillant si peu? Et pourtant, la Scandinavie est le berceau de certaines des plus grosses boîtes de la planète. Je pense que vous en connaissez pas mal. Je pense que vous avez compris, et encore j'en passe. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de terminer à l'heure du goûter et pas nous? Je m'appelle Kungito, je suis français et ça fait 5 ans que je vis en Scandinavie, dont 4 ans au Danemark et 1 année en Suède. Dans cette vidéo, je vais vous partager la vie de 5 Scandinaves que j'ai pu interroger, ainsi que mon expérience personnelle. Une chose qui m'a marqué quand je travaillais au Danemark, c'est que tout le monde était déjà parti à 4h de l'après-midi et on te demandait ce que tu faisais là si tu restais plus longtemps. Au-delà de mon impression personnelle, c'est une information que j'ai pu vérifier via plusieurs sources que vous pouvez trouver en bas de la vidéo. On peut voir sur le site danmark.dk que faire des heures sup est déconseillé et que la plupart des employés partent du boulot à 4h de l'après-midi pour aller chercher leurs enfants et préparer le dîner. Bien sûr, je généralise et je parle des heures typiques de travail, parce que vous avez bien compris qu'il y a des domaines où ce n'est pas possible. Et ça, malheureusement, c'est une exception liée à la nature de certains métiers, comme pour les équipes de ménage, les médecins ou les serveurs par exemple. Au Danemark et en Norvège, on est plutôt autour de 4h de l'après-midi, et en Suède, on est plutôt autour de 5h de l'après-midi, mais on garde l'idée qu'on rentre plus tôt pour aller s'occuper de sa famille. Et on garde aussi l'idée que faire des heures supplémentaires n'est pas nécessaire. Finalement, même si on est sur le même continent, la culture scandinave est très différente de la nôtre, et ce sur énormément de points. Mais on va surtout se concentrer sur le travail aujourd'hui. Chaque pays a évidemment une manière différente d'approcher les choses. Et c'est le psychologue Gert Hofstede qui a mis en évidence ces particularités en mettant en avant 6 facteurs à l'origine de ces différences, ou 6 dimensions, comme dirait Hofstede. Gert Hofstede. D'après lui, dans chaque culture, on peut distinguer les dimensions suivantes. La distance au pouvoir, l'individualisme, la masculinité, le contrôle de l'incertitude, l'orientation court-long terme et l'indulgence. Voilà les différences entre la France et le Danemark. Je vous ai mis le Danemark parce que c'est le pays où j'ai le plus de références, mais les résultats sont sensiblement proches. Plus le nombre est haut, plus le facteur ou la dimension est forte. Je vous ferai une analyse plus détaillée des dimensions de Hofstede dans une autre vidéo, mais ici on va surtout s'intéresser à la distance au pouvoir. On peut voir sur ce graphique que la France a une distance au pouvoir de 68, ce qui est assez élevé. Et on peut voir qu'au Danemark, la distance au pouvoir est de 18, ce qui est assez bas par rapport à la France et même assez bas en général. En pratique, ça veut dire qu'on est beaucoup plus proche de ses patrons au Danemark qu'en France. On dit que la hiérarchie est très horizontale, ce qui veut dire qu'il y a moins de distance entre l'échelon le plus bas et l'échelon le plus haut de la société. Et d'expérience, c'est vrai, j'étais très proche de mon N+1 et de mon N+2. En fait, j'étais très proche de mon boss et du boss de mon boss en termes normal. Et même le PDG de la boîte connaissait le nom de tout le monde ainsi que leurs passions respectives. Et on parle d'une entreprise de plus de 500 personnes. Je peux même pousser l'exemple plus loin. Je suis parti en vacances avec mon chef et aujourd'hui c'est l'un de mes amis les plus proches. Mais ça reste une exception. Mais je dirais que ouais, je pourrais lui dire tout et n'importe quoi. Après, on n'est pas potes, mais c'est aussi une question d'âge et tout, mais enfin, je pourrais lui parler de mes soucis personnels et tout, sans souci. Okay. Are you close to your boss? Yes, I would say yes. For example, here I feel very included, and even, with people that are high up in the hierarchy, sometimes they even ask the interns, like, what's your input on this? And like, you were with me on this meeting, what's your input? Et ça, cette distance au pouvoir moins importante, ça peut signifier qu'on a besoin de se justifier sur moins de choses. Parce qu'il y a une sorte de confiance qui règne. Mais alors, est-ce que la vie privée et la vie professionnelle se croisent ? Inévitablement, la limite entre la vie privée et la vie professionnelle est souvent floue. En tout cas, ça l'était dans mon cas. Mais est-ce que c'est si mal au final ?
Parce que cette mentalité, elle a poussé les entreprises à offrir de plus en plus de privilèges à leurs employés. Et par privilège, j'entends une salle de sport ou l'abonnement à la salle de sport, une cantine de qualité, une salle de sieste, une salle de jeux vidéo, plein d'activités externes et même un bar dans certaines boîtes au Danemark pour le traditionnel Friday bar danois. Le Friday bar, c'est quoi? C'est une tradition au Danemark. Chaque vendredi, on arrête le boulot à 16h et on se dirige vers le bar de l'entreprise ou dans un bar avec l'entreprise, tous ensemble pour boire un coup jusqu'à 20h, ou minuit, ou 5h du matin, en fonction. Et quand je dis bar, c'est bar de vraiment très bonne qualité, avec des bières belges, avec du vin français. Et c'est gratuit. Et ça, est-ce qu'on peut vraiment s'en plaindre? Mais traditionnellement, les pays scandinaves accordent une importance primordiale à cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Et historiquement, c'est vrai que c'est des pays très progressistes, qui accordent beaucoup d'importance au bonheur. D'ailleurs, les pays scandinaves sont souvent parmi les mieux classés en termes de bonheur perçu dans la société. Et ça se voit sur les horaires de travail, qui sont calqués sur les horaires des écoles, pour que tu puisses aller chercher ton petit toi-même à l'école finalement. Et aussi, t'as pas besoin de te justifier si tu es malade, ou si ton petit est malade et que tu ne peux pas aller au bureau. Pas besoin de sortir un papier du médecin expliquant pourquoi en fait. Parce que seul le résultat compte. Et c'est pas anodin, hein. Ici on juge vraiment sur le résultat et pas sur la présence. À partir du moment où tu fais ton boulot, pour moi, je m'en fous. Perso, moi, je pars quand je veux, quoi. Et si j'avais un patron qui m'autorisait pas à partir parce que mes horaires sont 9h, 5h, je serais pas dans cette boîte très longtemps. Même ça m'arrive aussi que ma patronne me regarde en disant, même si en principe j'ai pas fini ma journée, elle me dit tu dois pas rentrer bientôt. En France, on a un gros mot, le présentéisme. On reste au bureau plus longtemps, même si on n'a plus rien à faire, juste pour montrer au boss qu'on est impliqué. Ou aussi pour éviter d'entendre cette fameuse remarque « Tu prends ton après-midi ?» Au final, rester au bureau plus tard en Scandinavie, sauf si c'est pour prendre un verre avec un de tes collègues, ça peut signifier que tu n'es pas efficace dans ton travail ou que tu es en retard sur tes objectifs. Là, on nous dit que ça peut signifier un manque d'organisation et des lacunes en termes de management du temps. Et c'est aussi ce que constate Béatrice. If you're not doing your job, it will show. Alors bien sûr, je sais très bien qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent tard et qui ne le choisissent pas. Et d'ailleurs, je pense vraiment que c'est la majorité. Mais ici, je m'adresse bien à ceux qui ont terminé leur boulot, mais qui n'osent pas rentrer chez eux de peur de la réaction de leur boss ou de leurs collègues. Ce qui peut expliquer ces horaires aussi, c'est leur efficacité. Là où on prend des pauses café et des pauses déjeuner d'1 ou 2 heures, les Scandinaves prennent que 1 demi-heure pour manger. Et généralement, quand ils commencent à bosser, ils s'arrêtent très peu. Et c'était assez percutant là où je travaillais, au Danemark, parce qu'on était dans une entreprise avec une 40aine de nationalités. Et c'est vrai que l'équipe française prenait beaucoup plus de pauses que les autres. Au point où même un Suédois m'a demandé si c'était normal. Au-delà de ça, la Scandinavie, c'est pas non plus le paradis ni l'utopie du travail. Il y a énormément de sujets qui, d'après moi, posent problème, mais ça, c'est très lié à la différence culturelle. Par exemple, en général, les Scandinaves évitent le conflit au maximum. I'd say that Swedish people are they're more afraid of conflicts. I think French people are more straightforward. They say what they want, and they're not afraid of a conflict. Like, for example, if you're in a cafe or in a restaurant, even if something's wrong with your food, it's very Swedish not to just say, like, you don't say anything, you just sit and eat and shut up. I feel like in Sweden, it's really this thing that you don't want to create an environment that's awkward. Like you don't want to create problem. Exactly, yeah. And then you rather just go and just think about it, and then maybe you talk to someone else, which is also bad, and then you might backfire later. On peut le comprendre, hein, t'as pas envie de t'embrouiller avec quelqu'un qui a le potentiel d'être un ami. Et aussi, c'est très important en Scandinavie de garder la face et de ne pas passer pour quelqu'un de coercitif. Mais du coup, ça se traduit par des communications pas très directes en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que personnellement, si j'ai un problème dans un projet avec quelqu'un, je vais lui en parler directement, sans passer par le boss ou par quelqu'un d'autre en fait. Mais ce que j'ai vécu au Danemark est très différent. En général, ils vont passer par une personne tierce, du coup le boss ou les RH, pour te dire tes cas de vérité. Et ça, quand t'es français, ça peut paraître peu sincère, voire faux cul. Mais l'explication que j'ai reçue de la part des Suédois en tout cas, c'est qu'ils veulent souvent avoir le point de vue en fait de leur boss avant de confronter la personne. And if there's an issue, I think I would also go to the boss instead of first talk to the boss, what should I do? And then we could together talk to the person, but absolutely more diplomatic. Yeah. At least at my work, you go to the boss with a lot of questions, like how should we do in this situation? So maybe not directly to the person. I see.
En fait, la démarche, elle n'est pas du tout de dénoncer, c'est juste pour faire les choses dans les règles. D'abord d'avoir l'avis du boss ou des RH avant d'agir sans réfléchir. Et je voulais savoir si vous trouviez ça normal. C'est la fin de cette vidéo, je vous mets toutes les sources ici et dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch où je fais des live IRL, où je vous fais découvrir des villes telles que Stockholm ou Copenhague et où je joue à des jeux d'horreur et à des jeux Nintendo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur la Scandinavie et je vous revois bientôt.